Le Mali, pionnier de l'Afrique des libertés, le Mali qui réussit contre tous les prophètes de malheur. En rentrant au Mali le 12 décembre 2025, j'avais l'esprit chargé de tout ce que j'avais vu et lu dans les médias à propos de l'état dans lequel se trouvait le Mali. Bien que j'ai les moyens au quotidien de contrer les mensonges médiatiques occidentaux sur le Mali, j'avais hâte, puisque j'avais été absent du Mali depuis le mois d'octobre, j'avais hâte de renouer avec Bamako et de vivre par moi-même, eh bien, l'état du pays, l'état du moral de la population. J'avais hâte d'être à Bamako. Et je reviens de Bamako, où j'ai passé pratiquement les 3 dernières semaines. C'est donc un fils du Mali qui vous parle ce soir. D'abord, toute la propagande médiatique organisée par les néocolonialistes français à propos d'un Mali qui se mourait, d'un Mali asphyxié, d'un Mali étouffé, d'un Mali jeté plus bas que terre, est un affreux et odieux mensonge. À aucun moment, lors de la tentative de coup d'État énergétique, qui a été organisée par les terroristes néocolonialistes au service de l'OTAN, jamais le peuple malien n'a douté de lui-même. C'est avec abnégation que les Maliennes et les Maliens ont accepté de s'aligner sur de longues files, pendant de longues heures, parfois des nuits entières, pour attendre que le carburant leur soit servi, chacun à leur tour. Alors que le blocus avait été inventé pour provoquer une colère artificielle de la population contre le gouvernement, les attaques contre les approvisionnements de carburant du Mali ont ressoudé encore davantage la population envers le gouvernement et l'armée. Le président Assimi Goïta et ses compagnons ont remporté en réalité non pas simplement des batailles militaires contre les terreaux impérialistes qui tenaient à brûler le maximum de citernes. Ils ont surtout remporté une grande bataille psychologique, médiatique, une grande bataille morale. C'est que cette énième agression contre le Mali a été l'occasion d'une plus grande pédagogie de la résistance contre le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Les Maliennes et les Maliens qui ont souffert pendant ce blocus artificiel, pendant cette tentative d'asphyxie énergétique du pays, eh bien, du fond même de cette souffrance, ont trouvé une énergie décuplée, surabondante, redoublée, pour soutenir les forces armées maliennes, les FAMA, et soutenir le gouvernement. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu organiser ce coup d'État énergétique ont atteint exactement l'objectif contraire. Ils voulaient que les Maliens, ils auraient voulu que les Maliens se révoltassent contre leur gouvernement, contre l'armée, contre le président Assimi Goïta. Ce qu'ils ont obtenu, c'est que les Maliens ont davantage adhéré au combat de l'armée, adhéré massivement eh bien, aux instructions du gouvernement, dirigé par le général docteur Abdoulaye Maïga, et les Maliens se sont tenus comme un seul homme autour de leur chef, souffrant parfois silencieusement, mais dignement. Je suis revenu au Mali trouver une population certes éprouvée, mais qui n'a pas perdu la joie. Une population certes éprouvée, mais qui n'a pas perdu la confiance dans son combat et dans ses dirigeants. Une population galvanisée par l'adversité. Les Maliennes et les Maliens disent que si les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux espèrent les retourner contre leurs dirigeants en organisant des pénuries artificielles, qu'ils sachent que c'est cela même qui risque de les amener à donner à leurs dirigeants là, le pouvoir à vie. Les Maliens ont dit si ça continue, on va demander la réunion d'une nouvelle constituante d'états généraux supplémentaires. Et là, on va dire, bon, Assimi Goïta et ses compagnons, eux seulement là, ils sont au pouvoir à vie. Les Maliens en sont là. Si vous nous persécutez parce que vous voulez absolument que nous organisions des élections bâclées pour que vous essayiez de positionner un de vos pions, si c'est pour ça que vous nous persécutez, on risque de demander de nouveaux états généraux de la refondation et on va même vous... On va dire que bon, pour le moment, tant que nous sommes en guerre, on ne parlera pas d'élections dans ce pays.
Les Maliens ont compris que l'enjeu de la politique, c'est le service du bien public. Que dès lors que vous avez des gens qui servent le bien public, des gens qui se battent pour que le pays aille mieux, pour que le pays progresse, vous avez atteint l'objectif de la politique. L'objectif de la politique, ce n'est pas de s'adonner à des rituels vides de sens, qui reconduisent sans cesse dans les fossés de l'histoire. C'est de confier la direction du pays à de véritables serviteurs de la nation. C'est de faire confiance à ceux qui nous font confiance, nous, le peuple, pour qu'ils exécutent notre volonté, nos aspirations de changement. Donc, en fait, le coup d'État énergétique a échoué. Non pas simplement grâce à l'intrépidité des forces armées maliennes. Il a échoué grâce à la résilience, à la résistance, grâce à la sérénité tragique des Maliens. Les Maliens ne se sont pas laissés impressionner. Autant le Premier ministre, le docteur général de division, Abdoulaye Maïga, disait, même avec les cuillères et les fourchettes, on va aller trouver le carburant. Autant les Maliens disaient, même s'il faut qu'on s'éclaire, par frottement de pierre, on va s'éclairer. Mais jamais plus on va retourner sous l'escarcelle du néocolonialisme français. Jamais on ne va retourner sous la MINUSMA. Jamais on va retourner sous la domination occidentale. Jamais. Et quant aux prétendus défenseurs du califat, les terreaux impérialistes du JNIM, les Maliens se sont jurés d'en faire du méchoui. Si un seul d'entre eux s'amusait à s'aventurer dans la capitale malienne, sa vie serait d'une durée inférieure à celle d'une mouche. Parce que les Maliens et les Maliens que j'ai vus là, ils ne sont prêts à accepter aucune domination. Aucune. Il faut que vous compreniez cela. C'est l'état d'esprit que j'ai tâté, que j'ai testé sur le terrain. Ils ne sont prêts à accepter aucune domination. Les Maliennes et les Maliens. Et alors donc, le coup d'État énergétique était fait pour empêcher la tenue de la réunion des 23 décembre. Elle a eu lieu. La conférence des chefs d'État a eu lieu. La deuxième session des chefs d'État de l'AES, la confédération de l'AES a eu lieu. Sous nos yeux. J'ai vu à Bamako les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, réunis comme un seul homme. Vous avez entendu leurs allocutions magistrales. Nous les avons vus inaugurer la Banque d'investissement du Sahel, inaugurer la chaîne de radio-télévision AES. Nous les avons vus annoncer les étapes de la construction de la confédération vers la fédération. L'attentat approvisionnement énergétique avait pour but d'empêcher la réunion du 22 au 23. Elle a eu lieu. Nous étions là. L'atmosphère qui régnait dans la salle du CICB de Bamako, c'était l'atmosphère d'une authentique réunion de famille. Je vois des malins qui se sont promenés sur les réseaux sociaux pour dire que ils auraient décelé des points de différence ou des points de divergence entre les trois dirigeants. C'est faux. Ce sont les néocolonialistes français et leurs vilains serviteurs sur les réseaux sociaux qui ont intérêt à fabriquer cette fadaise. Ce que nous avons vu, entendu et lu, c'est une symbiose, une complémentarité, une détermination absolue, d'autant plus qu'ils savent que leurs destins sont liés. Et qu'on cherche à faire tomber l'un d'entre eux pour ensuite faire tomber les autres. Les régimes révolutionnaires panafricanistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger savent que leurs destins sont liés. Que la création de l'Alliance des États du Sahel, de la Confédération et de la Fédération est la condition même de leur survie individuelle respective. Les présidents Goïta, Tchani et Traoré, ils savent que si jamais on retournait sous l'escarcelle du néocolonialisme, eux-mêmes individuellement et leurs familles feraient l'objet de règlements de comptes pilotés par le néocolonialisme français. L'impérialisme occidental, qui sont des entités extrêmement rancunières. Des entités très rancunières. Voyez ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein. Vous avez vu comment ils l'ont pendu? Voyez ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Pour eux, tout dirigeant dans ce monde
qu'ils soient africains, qu'ils soient arabes, qu'ils soient latino-américains, qui les a défiés une fois. Son destin, c'est d'être tué d'une manière abjecte, d'une manière méprisante. Donc, les grands dirigeants sahéliens savent qu'ils ne peuvent plus reculer. Ils savent que l'espoir réside pour eux dans la marche en avant. Et je vous le dis, quand ils seront prêts, ils annonceront la naissance de la nouvelle monnaie sahélienne. Car dans leur esprit, le franc CFA est décédé dès lors qu'ils se sont rassemblés. Alors, il y a quelques malins qui ont voulu semer la zizanie en annonçant la suppression du franc CFA par un communiqué fake, qui n'a d'ailleurs impressionné personne. Moi, je n'ai pas besoin d'un fake communiqué pour savoir ce qu'ont décidé les présidents Tiani Goïta et Traoré, alors que je suis assis dans la même salle où ils sont assis en train de parler. C'est-à-dire que les néocolonialistes sont vraiment nuls aussi en communication. Le président Goïta, le président Tiani, le président Traoré sont assis devant nous. Toutes les allocutions qu'ils ont prononcées, ils les ont prononcées devant nous. Tous les communiqués qui ont été lus devant nous, au CICB. Et puis quelqu'un s'en va fabriquer un communiqué, essayant en quelque sorte de saboter le processus lucide, patient de préparation de la suppression du franc CFA. En tentant d'annoncer la suppression du franc CFA avant que les autorités souveraines ne l'aient fait, on veut transformer cette suppression en un événement banal. Ce ne sera pas un événement banal. Ce sera un événement symbolique puissant qui va jouer un rôle essentiel dans la libération pour toujours des Africaines et des Africains du monde entier. Je suis convaincu que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel se préparent vigoureusement, ardemment à mettre fin à cette abomination. Et ils vont le faire d'une manière remarquablement solennelle, qui aura un effet psychagogique, que dis-je, thérapeutique pour tous les Africains sur la terre. L'enterrement en première classe du CFA sera une cérémonie magnifique, pleine d'espérance, pleine de joie, pleine d'amour pour la communauté africaine. C'est donc un Mali vivant, un Mali rebondissant, un Mali innovant, un Mali créatif, un Mali au travail. Parce que les Maliens sortent tôt le matin et rentrent tard le soir. Ils sont un peuple très industrieux. Je suis admiratif des femmes et des enfants qui contribuent d'une manière incroyable à la création de richesses. Ces femmes portant des charges et parfois un bébé dans le dos, très tôt le matin. Non, je vois le Mali au travail, le Mali au travail. À tous les niveaux. Le gouvernement malien est au travail matin, midi et soir. Je pense même que certains ministres du gouvernement ne dorment plus. Tellement ils ont à cœur d'atteindre les objectifs. Je vois la cadence, par exemple, du Premier ministre. Le docteur général Abdoulaye Magas. Mais c'est impressionnant. Il faut prier pour ces hommes et ces femmes dédiés au Mali. Parce qu'en fait, leurs nuits sont courtes au service du pays. Très courtes. Leurs journées sont longues et bien chargées. Et ce sont là les signes de dirigeants qui servent et non qui se servent. De dirigeants qui savent que nous sommes à une époque cruciale. J'ai donc, et je finirai par là mon compte rendu sur ce voyage au Mali, j'ai donc eu le bonheur, à l'occasion de ce séjour chez nous au Mali, de me rendre dans une ville dont je vous ai toujours parlé. Vous connaissez cette ville. Vous connaissez ce morceau que je vous ai souvent fait écouter. Ce morceau de mon ami personnel, eh bien, Faso Ouattara. Vous connaissez ce morceau. Mais moi, on me parlait de Tombouctou quand j'étais enfant. Parce que mes frères et sœurs lisaient un livre d'école qui s'appelait « Mamadou et Bineta sont devenus grands ». Ceux qui étaient au CM1 et au CM2, dans les années 70, c'est ce livre-là qui était utilisé dans beaucoup de nos écoles. Et il y avait un Mamadou et Bineta vont à l'école pour les classes de CP, de CIL, de CP, etc. Mais quand on lisait les dictées pour mes aînés, Fanny Barak, qui était déjà au cours moyen, j'étais toujours assis à côté pour écouter le contenu de la dictée. Et il y avait pas mal de dictées qui parlaient de Tombouctou,
qui racontait la ville de Tombouctou. Et donc, enfant, j'ai toujours pensé que c'était important, quand on était sur la terre, d'avoir visité un jour Tombouctou. Ma deuxième rencontre avec Tombouctou, c'est cette chanson de mon ami Faso Ouattara, un artiste burkinabé et ivoirien de mes amis, qui d'ailleurs est venu plusieurs fois dans cette maison quand il habitait la Normandie, et qui, dans son répertoire, a cette chanson Tombouctou. Une chanson que je me suis mis à fredonner, une chanson que je me suis mis à répéter, et qui est restée l'une de mes chansons favorites au quotidien, Tombouctou. Donc la deuxième phase, c'est Tombouctou, à travers la chanson de Faso Ouattara. Faso dit que c'est une cité mystérieuse, que c'est la cité des 333 saints, que c'est... Il dit que c'est une cité religieuse, qu'il faut visiter Tombouctou, qu'il faut visiter Sankoré, qu'il faut visiter Ambaradjou, qu'il faut visiter Belafarandi, qu'il faut aller à Tombouctou. Alors, je disais, mais ça correspond à ce que je pensais quand j'étais enfant. Quand je serai grand, j'irai à Tombouctou. Hein, je paierai un avion, il m'amènera à Tombouctou. Mais non, mon rêve a été accompli par la volonté de l'État malien. C'est pas moi qui suis le parrain de ce voyage à Tombouctou. C'est l'État malien, c'est le gouvernement du Mali, dont le Premier ministre devait parrainer la clôture de la biennale culturelle de Tombouctou. Donc, apprenant que cette biennale avait lieu à Tombouctou, je cherchais à savoir s'il m'était possible d'y participer. Donc, j'ai sollicité les plus hautes autorités du Mali, notamment eu égard au fait que ma condition de personnalité publique m'interdit de me déplacer comme cela dans le pays sans avoir non seulement obtenu l'autorisation des autorités, mais sans même les avoir prévenus. Donc, j'ai humblement demandé aux plus hautes autorités du Mali s'il était possible que je visite Tombouctou, et c'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu une réponse favorable du Premier ministre, le général Dr Abdoulaye Maïga, me permettant de faire partie de sa délégation à l'occasion de la clôture de la biennale de la culture et de l'art du Mali à Tombouctou. Voilà comment mon rêve d'enfant s'est accompli. Le dimanche 28 décembre au matin, à 6 h, j'étais déjà prêt à l'aéroport pour l'avion qui nous conduirait, d'ailleurs avec une délégation très variée, comprenant les membres du cabinet et puis les invités de l'État malien, eh bien pour découvrir la ville. Quand on arrive à Tombouctou, en tant qu'invité spécial du gouvernement, on nous attribue une sécurité et un véhicule. On nous attribue également un guide touristique. Donc quelqu'un qui va nous emmener dans les lieux de Tombouctou qu'il faut avoir vu. Alors, nous étions avec deux agents de sécurité et nous étions deux universitaires, le docteur Mohamed Gakou, qui est d'ailleurs président d'un syndicat des universités privées de la place du Mali, et moi-même, nous étions assis à l'arrière du véhicule lorsque commence la visite de Tombouctou. Nous n'avons pas parcouru la ville de Tombouctou au-delà de 5 minutes quand elle rentre soudain par la vitre, par la vitre du chauffeur, un aiglot. Certains pensent que c'est un faucon, en tout cas un oiseau de proie au bec recourbé comme cela. Il rentre et se pose directement sur nous. Nous nous emparons de l'oiseau, aidé en cela d'ailleurs par M. Bamba, l'adjudant-chef Bamba de la police de Tombouctou que je salue. Nous tenons l'oiseau et à ce moment-là, nous voyons exactement sur le siège, sur le dossier de tête du siège avant du chauffeur, un lézard qui est posé et qui nous regarde en face. Donc l'oiseau que nous tenions en main et qui était plutôt un oiseau assez épais et fort, est entré dans le véhicule en compagnie d'un lézard. Tout naturellement, on peut donner une interprétation purement naturelle, biologique et physique à cet événement. On peut dire que l'oiseau de proie, on le sait, se nourrit
de viande, il se nourrit de bêtes qu'il attrape sur la terre. Parmi les bêtes que les oiseaux de proie aiment eh bien, prendre pour se nourrir, tout naturellement, il y a les reptiles, et en particulier le lézard. Donc, que cet aiglon ou ce faucon se soit jeté sur un lézard pour le manger et qu'il se soit retrouvé dans notre voiture, c'est une simple coïncidence géométrique et même physique entre son mouvement pour attraper et partir avec le lézard qu'il devait déguster et le passage de notre voiture dans sa zone de fuite, d'où il s'est engouffré dans la portière avant. Voilà. Ça, c'est l'explication, on va dire, physique. On va dire c'est une coïncidence. Votre voiture passait par là, lui il fuyait par là, et il s'est retrouvé dans votre voiture. Très bien. Sauf que, nous avons consulté les sages de la ville, qui nous ont expliqué que ce n'est pas un phénomène ordinaire. Que beaucoup peuvent vivre à Tombouctou, même 20 ans, même 30, même 40, même 100, ça ne leur arrivera pas. Nous avons consulté quelques-uns des sages, des théologiens, des imams, de Sankoré et de Djingareber, qui nous ont confirmé qu'il s'agit très clairement de signes symboliques d'un bon accueil. À la mosquée de Sankoré, l'imam nous a amené à comprendre, du haut de ses 96 ans, que l'aigle est un symbole du ciel, alors que le reptile dont se nourrit tout naturellement l'aigle, le lézard, est un symbole de la terre. Et que se retrouver visité simultanément par l'aigle et le lézard, c'est recevoir le message de l'harmonie entre le ciel et la terre. À la mosquée de Djingareber, que nous avons également visité, le verdict de l'imam est tout aussi cohérent. Il dit, certes, c'est un événement physique, mais cet événement physique, ici à Tombouctou, c'est une tradition, a une signification métaphysique. Et puis, je dois témoigner que l'imam de Sankoré, qui est un doyen Peul de 96 ans, m'a dit que dans cette ville et dans cette mosquée de Sankoré, il y avait 3 grands Camerounais qui étaient passés et que j'étais le 3e. Il l'a dit devant les témoins. Il m'a dit, il y a eu ici un premier Camerounais qui était passé, il s'appelait Amadou Aïdjo. Il est passé ici. Et les choses qui vous sont arrivées lui étaient arrivées. Il y a un deuxième Camerounais qui était passé ici. Il s'appelait Issa Hayatou. Et je vous demande. Et vous êtes le 3e Camerounais. À qui cela arrive ici à Tombouctou. Beaucoup de Camerounais sont passés, mais les 3 à qui c'est arrivé ici à Tombouctou, là, vous êtes le 3e. Voilà ce que m'a dit le doyen de la mosquée de Sankoré. 96 ans d'âge. J'ai passé ici avant 2 de votre prédécesseurs. Ça leur était arrivé. Ça n'arrive pas à tout le monde. Donc celui qui vous dit que c'est une simple coïncidence, ici à Tombouctou, les coïncidences, n'existent pas. Cela arrive à certaines personnes. Prenez-le comme un message favorable pour l'âme de la vie. Et visitez cette ville avec le cœur que de la bénédiction. Donc je tenais à rapporter cela, d'autant plus que j'ai eu le nez creux, j'avais mon téléphone où j'avais des unités. J'ai lancé immédiatement un direct sur Facebook pour témoigner de cet événement mystérieux qui m'est arrivé à la... L'aigle et le lézard sont entrés. Que si j'avais filmé ce moment où ils entraient, c'est là où on allait me croire. Alors, cette objection n'est possible que si moi-même, en quelque sorte, je m'attendais à ce qu'un aigle et un lézard entrent dans notre voiture. Franchement, vous pensez que moi, en entrant dans Tombouctou,
J'ai préparé ma caméra pour voir entrer un aigle et un lézard dans ma voiture. Au nom de Dieu. À aucun moment, je n'ai pensé qu'une telle chose pouvait arriver. Si je le savais, j'allais brancher ma caméra avant pour que on voit donc tout cela arriver. Non, ils sont entrés dans la voiture. Comme ils sont venus se poser sur nous, là. Ils sont venus se poser sur mon épaule, etc. On les a pris. Et quand on les a pris, c'est là que j'ai sorti mon téléphone pour filmer. Heureusement que nous étions 5. Oui, nous étions 5 dans la voiture. En fait, il y a 5 témoins. Il n'y a pas que moi. Parce que si c'est moi seul qui avait raconté cela au retour de Tombouctou, je connais des esprits ici qui seraient là pour dire, ils se la jouent, ils s'inventent, etc., etc., etc. C'est juste cette anecdote que je voulais vous rapporter. Eh bien, je ne pouvais pas voir le moment où je ne pouvais pas les filmer quand ils entraient parce que je ne les attendais pas. Je les ai filmés quand on les a pris. Maintenant, la visite de Tombouctou. Mais c'est une ville formidablement vivante, mais dans laquelle il règne une atmosphère spéciale, c'est-à-dire une espèce de silence. Un silence que je dirais un silence sacré. Bon, alors, c'est une ville où tout le monde, tous ceux qui vivent, sont dédiés à une activité, leur permettant non seulement leur subsistance, ou alors leur permettant de remplir leurs fonctions sociales. On y voit tout naturellement une très grande avancée du sable du désert, que la municipalité combat au quotidien, même par le travail de balayage des rues. Les mosquées, qui sont d'ailleurs les hauts lieux de l'histoire, sont menacées d'ensablement. C'est un vrai souci pour les habitants de la ville. Mais il y a un calme, il y a une sérénité et il y a une lumière très spéciale dans Tombouctou, qui font que, quand vous y arrivez, vous n'êtes pas pressé de partir. Vous avez envie de rester et de voir encore. Il y a vraiment, dans cette ville-là, une énergie favorable à la méditation, à la contemplation, une énergie favorable à la dévotion. On m'a raconté toutes sortes d'anecdotes sur cette ville. Aucune de ces anecdotes ne peut rendre l'émotion précieuse que l'on ressent quand on arpente Tombouctou. J'ai lu, j'ai vu des films sur Tombouctou, mais ce que j'imaginais est en deçà de ce que j'ai ressenti. Le bonheur que j'ai eu à visiter, le centre Ahmed Baba, le grand savant de Tombouctou, qui connut d'ailleurs, comme moi, aujourd'hui, les affres de l'exil, et qui le raconte avec une telle poésie. Quand vous entrez dans le centre Ahmed Baba, vous avez l'impression d'entrer dans un purificateur métaphysique. Ces manuscrits qui sont là, ces travaux qui ont été sauvés, ces œuvres que les fanatiques obscurantistes criminels, pilotés par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux, en général, voulaient détruire. Toutes ces choses-là qui ont été heureusement sauvées et qui sont désormais et encore dans le patrimoine testamentaire de Tombouctou, sont la preuve que le Mali est grand. Le Mali ne peut que résister. Parce que le Mali, c'est la terre de Tombouctou. Le Mali a en lui les objets sacrés des Africains. Tombouctou, toute cette ville est un objet sacré. On devrait créer un fonds collectif africain de préservation des hauts lieux sacrés du continent. Tombouctou ne devrait même pas simplement être financé par les fonds publics maliens. Une Afrique authentiquement panafricaine devrait miser sur tous les hauts lieux sacrés du continent et mettre les moyens qu'il faut pour que ces hauts lieux soient transmis dans les meilleures conditions possibles aux générations futures. L'âme de Tombouctou est belle. L'âme de Tombouctou est puissante. L'âme de Tombouctou est vivante et on comprend en visitant Tombouctou, en visitant ces belles mosquées, Sankoré, Djingareber, en visitant le centre Ahmed Baba, on comprend pourquoi le Tout-Puissant n'abandonne pas le Mali. Il faut que le Mali vive pour que cette mémoire des siècles, cette grandeur soit transmise. Il faut que le Mali vive pour que l'Afrique ne soit pas déracinée, que l'Afrique ne soit pas couchée par terre, que l'Afrique ne soit pas définitivement ravagée. Je comprends une fois de plus pourquoi j'ai toujours pensé que le rôle de pionnier du Mali n'était pas seulement essentiel au peuple malien, mais au peuple africain du continent et des diasporas. Mais oui, c'est parce que là, nous avons notre terre sainte. De pans entiers de cette terre malienne sont saintes, sont des pans de terre sainte.
Et il faut que les Africaines et les Africains du Mali et des diasporas prennent conscience de cette puissante énergie, de cette présence du divin chez nous, sur notre continent. Parce que nous sommes un continent qui a été tellement aliéné que les gens en sont venus à penser que Dieu ne peut leur parler qu'à partir d'ailleurs. Mais pourtant, il y a Dieu à Tombouctou. Il est là. On ressent une très grande humilité devant son œuvre dans cette ville. Pourtant, ce n'est pas une ville exhibitionniste. Hein. Ce n'est pas une ville qui marche par coups d'éclat. Elle est tranquille. Elle est calme. Vous rencontrez des gens qui sont là comme s'ils ont toujours été là. Des choses qui sont là comme si elles ont toujours été là. Et quelqu'un m'a dit, voilà, vous commencez maintenant à sentir ce que c'est que Tombouctou et vous comprenez pourquoi vous êtes condamné à revenir. On vient à Tombouctou une première fois et on ne peut pas ne pas revenir. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de mieux comprendre ce que l'on a ressenti. Bon, Tombouctou est vivante. N'est-ce pas une preuve de plus? N'est-ce pas une preuve de plus, précisément, que le Mali est debout? Tombouctou est vivante. N'est-ce pas une preuve de plus que toute la théorie qu'on nous a vendue sur l'effondrement du Mali, toute la théorie qu'on nous a vendue sur le Mali ne peut pas, le Mali ne peut pas, le Mali n'est plus le Mali. Est-ce que vous n'avez pas vu la preuve? Moi, je sors du Mali, donc je suis maintenant un résident 1 mois sur 3. Je sors du Mali et je vous dis que ce pays tient bon. Il tiendra bon et nous, les Africains, nous tiendrons bon. Nous ne nous soumettrons plus jamais à l'ignominie du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Nous tiendrons bon.